Bonjour tout le monde, hello. Merci avec vous. Merci à PIAF 2024 d'accueillir cette conférence que j'ai eu la chance de jouer déjà à l'Agile Tour Aix-Marseille 2023 pour la première fois. Merci aux sponsors également, on le répétera jamais assez pour avoir été orga. Merci de rendre ce genre d'événement possible pour partager ensemble, nous rencontrer et apprendre. Je me présente, je m'appelle Erwan Bourgeois. J'accompagne les organisations en tant que coach agile chez Davidson Consulting à Sophia Antipolis, près de Nice. Et actuellement, je suis en mission donc chez Rain, qui est une fintech. À côté de ça, je crée du contenu sur LinkedIn, où je vous invite à me suivre. Si vous êtes intéressé, je publie, je mixe agilité et gestion du changement, et une de mes spécialités. J'ai également un blog, qui fait aussi office de newsletter sur Substack, qui s'appelle L'Agilitateur. Je crée des conférences comme celle qui nous réunit aujourd'hui, orga de plusieurs Agile Tours. J'ai eu la chance de pouvoir co-organiser l'Agile Tour Montréal en 2022 et l'Agile Tour Aix-Marseille en 2023. À côté de ça, il m'arrive d'intervenir dans les écoles afin de distiller la culture agile aux futurs travailleurs et travailleuses. Si vous êtes prêts, eh bien, je vous propose d'entrer dans la machine à remonter le temps pour nous rappeler d'abord pourquoi nous en sommes arrivés là, à parler d'agilité, car pour dépasser les oppositions, est-ce qu'il ne faut pas d'abord comprendre de quoi l'on parle? Regardons d'abord du côté de l'histoire économique. L'histoire serait marquée par une succession de périodes d'environ 50 ans. C'est la théorie économique des cycles initiée par Nikolai Kondratiev, économiste, économiste soviétique en 1926. Schumpeter, économiste autrichien, reprendra cette théorie. Pour lui, à l'origine de ces bouleversements, de la naissance d'un nouveau cycle, une révolution technologique ou ce qu'il nomme une grave innovation. Ensuite, donc, durant lesquelles le monde, les sociétés, les institutions, les industries se transforment, accompagnés de nouveaux moyens de production et de nouvelles infrastructures. Le monde réinvente ses manières de penser et de faire. Carlota Pérez, économiste vénézuélienne et néo-schumpeterienne, appelle ces périodes des grandes vagues de développement. 5 peuvent être recensées dans l'histoire économique et je vais vous poser une question. Est-ce que vous sauriez me dire lesquelles? Je vais regarder le chat, voir si vous avez des petites idées sur ces grandes vagues de développement. Gwendoline, révolution industrielle, ok. En effet. D'autres idées? Lumière, l'IA. Peut-être la prochaine vague pour l'IA, on ne sait pas. Ok, merci pour vos réponses. Eh bien, en 1771 démarre l'âge de la révolution industrielle qui marque la naissance du capitalisme moderne et d'une société de consommation. À partir de 1829, c'est l'âge de la vapeur et des chemins de fer qui marquent l'expansion du commerce international et le développement de la mondialisation. À partir de 1871, l'âge de l'acier, de l'électricité et de l'ingénierie lourde et ses infrastructures, telles que les premiers réseaux électriques. En 1908, Henry Ford invente l'assemblage à la chaîne. On entre dans l'âge du pétrole, de l'automobile et de la production de masse. Pour accompagner cette nouvelle industrie, on va voir deux nouvelles infrastructures qui apparaissent, telles que les réseaux de routes, les réseaux d'autoroutes et les réseaux téléphoniques. La mondialisation progresse encore, la concurrence se fait d'ores et déjà plus rude pour les entreprises. Le monde commence alors à ressembler petit à petit à celui que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, Pérez nous raconte un jour, comme un autre, en novembre 1971, un petit événement à Santa Clara, en Californie, était sur le point de changer l'histoire du monde. Bob Noyce et Gordon Moore ont lancé le premier microprocesseur d'Intel, précurseur de l'ordinateur sur puce et des télécommunications numériques. C'était le Big Bang d'un nouvel univers, celui de l'informatique omniprésente et des télécommunications numériques. Le numérique, donc, comme la cinquième grande vague de développement.
Théorie intéressante, mais critiquée notamment pour son déterminisme ou encore la durée des cycles. Mais je vous propose de changer de lunettes et on va aller voir du côté de l'anthropologie. Pour le philosophe et historien Michel Serres, la digitalisation constitue la troisième révolution anthropologique de l'humanité après la naissance de l'écriture et l'invention de l'imprimerie. Si l'on peut regarder le monde au travers du prisme de différentes théories, on a vu économique, anthropologique, une chose est sûre, elle semble converger en un point. Il suffit de regarder autour de nous pour constater que le numérique a changé le monde. Les géants de l'ancienne ère ont laissé place à de nouveaux géants, dont le pouvoir fait trembler les États. On parlera des GAFAM et leurs homologues chinois. Pareil, est-ce que vous saurez me dire ceux qui se cachent derrière cet acronyme dans le chat? Ok, Arnaud. Google, Amazon, Apple, tout à fait. Gwendoline qui rajoute Facebook. Effectivement, vous avez trouvé la plupart là des noms de ces entreprises. Donc derrière, on va retrouver Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Donc des géants, de nouveaux géants qui apparaissent, mais aussi euh, des secteurs qui se transforment, qui mutent, qui ont intégré les nouvelles technologies, la restauration, le transport, l'hôtellerie, mais aussi l'industrie automobile avec l'intégration de logiciels, les voitures connectées, la construction avec les bâtiments intelligents. Mais surtout, avec l'apparition d'Internet, le monde s'est ouvert un peu plus à l'homme. Les manières de consommer l'information ont évolué. La communication digitale se caractérise par de nouveaux canaux de communication, les sites web, les médias sociaux, les applications. Ces canaux sont portés par de nouveaux supports de communication tels que les PC, les tablettes, les smartphones. 87% des Français possèdent un smartphone d'après l'étude baromètre du numérique parue en 2022. Avec le développement de nouvelles infrastructures qui ont accompagné la progression de cette révolution technologique, de la DSL à la fibre, si on se rappelle, de la première génération de réseaux mobiles à la 5G, c'est aussi un accès à l'information, un monde qui s'accélère. Avec ces outils entre nos mains, on devient de plus en plus informé. L'information n'est plus seulement réservée à une élite, mais désormais rendue disponible à presque tous, et cela de plus en plus rapidement. Nouveaux modes de communication, nouvelles infrastructures, et l'on obtient une révolution informationnelle, démocratisation de l'information. La révolution informationnelle et la numérisation ne sont pas sans conséquences pour nos sociétés, pour nos organisations qui subissent de plein fouet des mutations profondes. Et là, on va parler de 5 conséquences majeures que vous retrouverez dans cette euh, thèse de doctorat en sciences de gestion intitulée 25 ans d'agilité organisationnelle, publiée par Guillaume Ferrand. Euh, Là, on va parler de ces 5 conséquences majeures. Je sais que dans certaines conférences, vous allez pouvoir retrouver aussi un acronyme qui est assez connu, qui est celui de VUCA. Euh, voilà, là, on va parler, je vous propose une autre lecture via ces 5 conséquences. Une première conséquence pour nos organisations, pour nos sociétés, c'est la finitude. C'est le constat d'un monde fini. C'est des marchés qui ne peuvent plus s'étendre. Avec la mondialisation et les facilités offertes par le numérique, permettant de proposer une offre et de l'internationaliser très simplement, à moindre coût, le périmètre géographique des entreprises s'est peu à peu étendu, passant de local à national à maintenant mondial. Une deuxième conséquence, c'est la complexité. Nos organisations sont des systèmes complexes de parties interdépendantes, elles-mêmes interdépendantes avec un environnement plus important. Encore une fois, la mondialisation et les nouvelles technologies ont fortement contribué à l'augmentation du nombre d'interactions, amplifiant inexorablement la complexité, la compétitivité et les relations non linéaires entre les actions et les résultats. Selon Dave Snowden, donc qui est un chercheur et spécialiste dans le domaine de la complexité, la meilleure description d'un système complexe, c'est celle d'un buisson de rond où tout est profondément enchevêtré. Au sein de ces systèmes, il n'y a pas de causalité matérielle linéaire. On ne peut jamais dire si je fais X, j'obtiendrai Y, pardon. Snowden en conclut donc que le futur est par essence incertain. Et on en vient là,
troisième conséquence, l'incertitude. Élection de Donald Trump, ChatGPT, le Covid, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous êtes capable de prédire l'évolution de nos sociétés dans les 5 ans à venir? Le futur est devenu hautement imprédictible, ou peut-être qu'on se rend compte seulement maintenant que la prédiction était une illusion, rendant la projection sur le long terme plus que délicate, au gré des ruptures technologiques, économiques, politiques. La stratégie et l'investissement ne peuvent plus se baser sur des prévisions comme auparavant. Et en environnement instable, il faut miser sur l'adaptabilité. Essayez d'imaginer, c'est comme si vous alliez à tâtons quand vous vous retrouvez dans le noir et que vous essayez de trouver votre chemin. Quatrième conséquence, avec la complexité vient également l'interdépendance. Le numérique, avec le numérique, l'entreprise est désormais en relation constante et directe avec l'ensemble de ses clients et parties prenantes, à l'extérieur, bien sûr, mais une interdépendance interne également. L'auteur, donc Kant, fait référence aux structures d'organisation hiérarchiques et pyramidales, bâties au commencement par inspiration du seul modèle existant, qui était l'armée. Dans ce, dans ce modèle, l'information n'est pas une ressource qui se partage, mais qui se contrôle. Or, dans le contexte actuel, demandant une certaine flexibilité, bien la rétention d'informations peut venir bloquer sévèrement un système. L'heure est donc à la transparence et à la collaboration. Dernière conséquence, c'est l'individualité. Les nouvelles technologies ont interconnecté les individus. Le travail manuel s'est vu affecté par la robotisation et l'automatisation. Et les entreprises ont évolué vers des activités de service qui représentent aujourd'hui en France 76,1% des emplois. Ce sont donc des nouveaux travailleurs du savoir, comme on les appelle, qui remettent de plus en plus en cause le schéma conventionnel de commandement et contrôle. La révolution du savoir entraîne aussi une révolution des mœurs. L'individu n'est plus seulement spectateur, il devient acteur. Avec l'information en, en notre possession, rapidement, nous devenons, d'ailleurs en tant que consommateurs ou salariés, méfiants, on se responsabilise, on compare les offres, on les évalue. Et lorsqu'on est mécontent, on n'hésite pas à utiliser la portée d'Internet pour le faire savoir. La parole se libère, alors peut-être pas trop, mais en tout cas, chaque individu est devenu un véritable ambassadeur pour les organisations. Le client est roi, cette expression n'a jamais eu plus de sens qu'aujourd'hui et le roi est exigeant. Un seul exemple que je vous affiche à l'écran, mais il y en aurait tant d'autres, je pense que vous serez capable d'en trouver même des plus récentes. Intermarché, il y a quelques années, envisageait de changer la recette de 900 de ses produits mal notés sur l'application d'analyse de produits alimentaires Yuka, puisque, munis de cette application, les clients ont fini par changer leur habitude de consommation, achetant de moins en moins les produits mal notés. Donc, pour récapituler, 5 conséquences: finitude, complexité, incertitude, interdépendance, individualité, duo numérique, conséquences qui bouleversent nos organisations. Si le numérique permet aujourd'hui à l'entreprise de se rapprocher de ses parties prenantes, elle doit rester en constant mouvement pour continuer d'attirer et de fidéliser. La vie est dure pour nos organisations. Pour Christian Pedros, professeur de sociologie, il est question d'une réhabilitation de l'entreprise. Dans ce contexte d'incertitude et d'innovation, il y évoque la thèse de l'épuisement du modèle d'entreprise tel que poussé par Ford et Taylor, qui caractérise aujourd'hui la plupart des entreprises que l'on connaît, qu'on nomme traditionnelles, pyramidales, classiques ou encore top-down. Pour Tedros, ce modèle se transforme aujourd'hui en contre-performance et on voit l'émergence d'un nouveau modèle productif. Comme le résume Pierre Vels, ingénieur, sociologue, économiste français, s'invente alors un nouveau monde industriel. Les manières de travailler, de produire, d'innover, d'échanger sont en pleine révision, c'est-à-dire la révision de l'organisation sociale de l'entreprise. Car pour elle, les règles du jeu ont changé.
Si elle souhaite survivre et être pérenne dans le temps, un des enjeux pour l'entreprise d'aujourd'hui et de demain est d'abord d'intégrer les technologies du numérique, mais aussi de se repenser pour être plus intelligente et réactive. Pour cela, elle doit faire évoluer son organisation sociale afin de s'ancrer dans l'ère du numérique. Et c'est ici qu'intervient l'agilité. Pour mieux comprendre ce qu'est l'agilité et comment cela permet de répondre à ces nouveaux enjeux, il faut s'intéresser au mot. Ce mot, agile, qui est un adjectif, une qualité, signifie littéralement avant tout être vif, prompt à comprendre. On est dans son premier sens sur le point de vue intellectuel. Ce mot a aussi une signification d'un point de vue physique, c'est avoir de l'aisance et de la promptitude dans les mouvements du corps, être souple, être alerte. On comprend alors pourquoi ce mot a été choisi, car il incarne tout ce dont ont besoin les organisations aujourd'hui dans le contexte que je vous ai présenté. Pour une organisation ou un individu, être agile signifie donc avoir une capacité d'identification, d'inspection, de compréhension des événements de son environnement, puis une capacité d'action, d'adaptation vis-à-vis de ceci, une capacité de mouvement. On rejoint donc ma définition préférée, celle de Dove. Pour Dove, être agile, ça signifie être prompt au changement. Il voit l'agilité comme étant issue à la fois d'une capacité physique à agir, une capacité de répondre, et d'une capacité intellectuelle à trouver les choses appropriées sur lesquelles agir. Derrière le terme capacité de réponse, il présente donc deux éléments. C'est d'abord une structure organisationnelle qui permet le changement et une culture organisationnelle qui facilite le changement. L'entreprise, qui souhaite donc être plus agile, tire pour cela parti des enseignements des différentes formes d'agilité, d'une littérature qui depuis des décennies ne cesse de se développer, d'une culture organisationnelle foisonnante. Et pour aller découvrir tout ça, je vous propose de retourner une fois de plus dans la machine à voyager dans le temps. On va remonter jusqu'à l'ère de la production de masse, Taylor, Ford et les débuts de la fameuse ère du numérique. Le Japon, à cette époque, avec leur modèle de production appelé Lean Manufacturing, donc dans les années 70, basé sur le juste à temps et l'élimination des gaspillages, dans le but de réduire au minimum le coût total de production d'un produit, apparaît comme le modèle le plus abouti de cette ancienne ère. Le Japon menace donc tout naturellement, dans les années 90, de prendre le leadership de la production industrielle aux Américains. Chercheurs et hauts dirigeants américains se réunissent donc en 1991 lors d'un événement dans le but d'apporter des réponses aux inquiétudes des Américains quant à la durée de vie du modèle de production de masse sur lequel repose en très grande partie leur économie. De cet événement naîtra le terme Agile Manufacturing et la production d'un rapport que je vous affiche ici à l'écran, décrivant comment la compétitivité industrielle américaine devra ou devrait évoluer durant les 15 prochaines années à venir. On est alors en pleine révolution informationnelle et numérique, et c'est dans ce contexte, avec, rappelez-vous, les 5 conséquences majeures, que sont posés les fondements d'un nouveau paradigme et modèle de production capable de reconfigurer rapidement son organisation pour répondre aux opportunités du marché. Cependant, la simple adaptation des modes de production sans une organisation agile globale n'est pas suffisante pour apporter l'avantage compétitif désiré. La notion va alors s'étoffer en devenant un véritable objet de recherche à part entière et se diffuser à l'ensemble de l'organisation. On parle d'abord dans les années 90 d'agilité organisationnelle, vraiment à l'échelle de l'entreprise, où sont étudiées les différentes composantes de l'entreprise. On étudie le management agile, l'agilité dans la stratégie, dans l'innovation, dans la chaîne de valeur. Et puis, on connaît tous le Big Bang en 2001, et j'imagine que vous voyez de quoi je parle. La notion arrive dans les équipes informatiques. Alors, il y avait déjà eu des cadres de travail, comme Extreme Programming, qui avait été créé, mais véritablement, là, on est sur un document qui a pas mal marqué l'histoire. La notion arrive donc dans les équipes informatiques, les nouveaux centres de production de cette nouvelle ère, avec le manifeste pour le développement agile de logiciels. Donc, créé en 2001 par 17 experts du domaine, alors certains plutôt orientés techniques, d'autres méthodes, document qui résonne encore tellement fort aujourd'hui, puisqu'il aura contribué grandement à démocratiser le mouvement agile, mais aura eu pour effet catastrophique de réduire à l'aveu
de certains co-auteurs du manifeste, de réduire le mouvement agile au seul périmètre informatique et donc de masquer tout le reste et le fait que ce soit un sujet d'organisation. L'histoire se répète encore et nos organisations en ont encore des séquelles. L'agilité doit rester un sujet d'entreprise. Donc, l'agilité dans le développement du logiciel avec ce fameux manifeste. Ensuite, l'agilité a continué son chemin. On s'est intéressé ensuite à comment mettre mieux en mouvement plusieurs équipes dans la création de produits à grande échelle, avec l'agilité à l'échelle, Scrum at Scale, Nexus, LESS, etc. Puis jusqu'à l'individu avec l'agilité individuelle, l'agilité d'apprentissage ou l'agilité personnelle. Il y a eu un livre qui a été publié il y a, il y a- il y a assez récemment. Enfin, l'agilité business, l'agilité des métiers, puisque l'agilité a ensuite contaminé la RH, la finance, etc. Donc, l'agilité qui contamine peu à peu l'ensemble des secteurs, des domaines, des strates au sein des organisations. À cette étape, ensemble, on peut déjà éteindre plusieurs mythes sur l'agilité qui sont de véritables freins à la transformation de nos organisations. Un premier mythe, c'est de confondre agilité et Scrum. L'agilité n'est pas Scrum. Scrum est un cadre de travail dit agile, c'est-à-dire que l'on intègre dans ce mouvement, dans cette culture, car respectant un certain nombre de concepts et de principes fondamentaux. L'agilité n'est pas non plus une méthode, ce n'est pas une suite d'étapes menant à un résultat souhaité. L'agilité n'est pas non plus le manifeste agile pour le développement de logiciels, ni quatre valeurs d'ailleurs. L'agilité n'est pas une philosophie, un état d'esprit, un mindset comme on peut souvent entendre. C'est aussi du concret, des pratiques, des méthodes, etc. Mais alors, c'est quoi l'agilité? Eh bien, l'agilité, c'est une culture organisationnelle pour les organisations qui souhaitent être plus agiles. Et on va se poser forcément la question, mais c'est quoi une culture? Alors, je vous donne une définition anthropologique et sociologique. Une culture, c'est l'ensemble des activités, des croyances et des pratiques communes à une société ou un groupe social particulier. La culture, on pourrait la résumer ainsi, c'est la manière de vivre d'un groupe. Elle présente plusieurs caractéristiques. Elle forme un ensemble cohérent d'éléments interdépendants. Elle imprègne nos activités. Elle est commune à un groupe d'individus. Elle se transmet et est donc statique. On parlera d'héritage social, mais elle est également, et c'est un peu le paradoxe, elle est également dynamique et vivante. Et on va le voir pourquoi. Cette culture, eh bien, on la forge au quotidien, collectivement. On va décider d'y intégrer ou d'exclure des éléments par un processus d'influence. On la cultive. L'agilité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. L'agilité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, et ça va mener généralement à des querelles qu'on peut retrouver sur LinkedIn ou dans nos organisations du type ancien contre moderne. Je vais vous donner un exemple. Dans le développement logiciel, avec le sujet autour des estimations et de ce que je perçois de ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté. Alors au tout début, on hérite du management de projet et de l'estimation absolue. On utilise généralement l'unité jour-homme. Ensuite, vient dans la communauté une lutte des développeurs pour faire face au micromanagement et à l'impossibilité de prédire. Il faut donc apporter de la confusion en ajoutant une couche d'abstraction à l'estimation. Sous l'impulsion d'auteurs influents comme Ron Jeffries, les story points deviennent donc la pratique dominante. Et puis le mouvement No Estimate est venu une fois de plus rabattre les cartes en allant encore plus loin sur ce terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, typiquement, on vit un passage de flambeau, appuyé d'ailleurs par Ron Jeffries lui-même. Donc un changement de paradigme qui va vers du No Estimate dans le développement logiciel. Donc pour vous expliquer un peu ce principe d'influence. Ce qui rend, je vous l'accorde, compliqué d'en discerner les contours de cette culture. Surtout après toute l'exploitation marketing qui en a été fait, les certifications, etc. Et donc, vouloir embrasser l'agilité dans son ensemble serait démesuré. Dans un but de clarification, j'ai donc créé un modèle pour m'épauler qui me permet de représenter les éléments qui la constituent. Et ce modèle, c'est donc le Culture Cake.
Alors, je vais vous faire quand même un petit disclaimer juste avant. Je rappelle que ce modèle, donc ce Culture Cake, c'est un modèle qui est personnel, qui est empirique, que j'ai créé pour ma propre pratique, qui ne se repose sur aucun fondement scientifique. Si vous y trouvez une utilité, eh bien, j'ai envie de vous dire tant mieux. Moi, en tout cas, il me sert au quotidien. Je voulais vous prévenir aussi que je suis pas le premier à proposer un modèle de ce genre, loin de là. D'ailleurs, il s'inspire d'autres modèles déjà existants que je vous inviterai bien sûr à aller voir pour nourrir encore plus cette réflexion. Alors, je vous les ai mis par ordre chronologique. Donc, vous allez retrouver l'iceberg culturel de Hall, 76, pyramide de Stein en 80, l'Agile Onion de Powers en 2018 et la pyramide agile que j'ai eu du mal à dater, je dirais 2019 par Nicolas Delahaye. Et alors, pourquoi avoir créé mon propre modèle? Puisque c'est soit des modèles que je trouve incomplets, soit je trouve qu'il manque d'informations, soit avec lesquels je ne suis pas ou plus en phase. Donc voici le Culture Cake, et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes venu accompagné de mon père, aka Didier, aka Didoche, en image seulement, soigneusement choisi pour son expérience de pâtissier. Ce modèle se présente sous la forme d'un layer cake, avec, comme dans le modèle de l'iceberg culturel de Hall, on va retrouver une partie externe, visible, explicitement et apprise, facilement modifiable et dynamique, représentant la sphère du pratique, du faire, du comportement. Et une partie interne invisible, implicitement transmise et apprise, difficilement modifiable, représentant l'être, l'état d'esprit, le mindset. Vous allez retrouver aussi différentes couches dans ce layer cake qui représentent des éléments de culture regroupés au sein de domaines. Vous allez retrouver la croyance, la valeur, le principe et enfin la pratique et l'outil. Ces éléments sont représentés séparément, mais bien sûr, n'oublions pas que ils sont forcément interdépendants et s'alimentent les uns les autres. Et je vous propose de regarder tout ça de plus près. On va regarder chaque élément ensemble. Un premier élément de culture assez touchy, la croyance. La croyance, individuelle ou collective, ben, ce sont ces choses que nous considérons vraies, qui forment notre réalité et notre perception du monde. Dans cette couche, on va retrouver les grandes idées, les concepts auxquels on croit, les convictions, et c'est aussi ici qu'interviennent les théories, comme les théories sur les organisations. Je vous donne 5 exemples de croyances qui prédisent le succès agile d'une entreprise, qui ont été donnés par Kurt Bittner. Je trouve intéressant à partager. Une première croyance individuelle ou à partager collectivement, c'est de partager que si l'organisation ne change pas, eh bien, elle cessera d'exister. Ou encore que le chemin à parcourir ne peut être planifié ou prédit sans expérimentation. De croire que la valeur d'affaires est supérieure à l'utilisation individuelle des employés. De croire, quand on est leader, que les équipes sont capables de prendre des décisions et de faire la bonne chose. Enfin, de croire, quand on est leader, toujours que l'innovation est plus importante que l'efficacité. Car une organisation qui valorise l'efficacité au détriment de l'innovation, ben, elle pense connaître ses clients, elle croit élaborer les produits qu'il désire. On passe maintenant au domaine de la valeur. On parlera de valeur morale pour un individu, valeur sociale lorsqu'une valeur est partagée par un groupe social. C'est quoi la valeur? C'est généralement un mot unique, un seul mot, voilà, qui nous guide, qui va représenter un idéal à atteindre ou une cause à défendre. La valeur, eh bien, elle fournit également une échelle de jugement relative à un autre individu ou à un groupe social. Par exemple, si je dis que je suis honnête et que j'adopte des comportements qui vont à l'encontre, mais vous allez pointer du doigt mon incohérence. Les valeurs, eh bien, nous entourent dans notre quotidien. On prendra les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et ce sont, par exemple, dans la culture agile, les 5 valeurs euh, du cadre de travail Scrum qui forment l'acronyme FORCE. Encore une fois, je vous demanderai de utiliser votre clavier. Est-ce que vous sauriez me dire quelles sont les valeurs de Scrum? Est-ce que vous les avez en tête? On a courage,
Focus. Yes. Transparence. Alors, il n'y a pas de T, Béatrice, dans cet acronyme, mais on aime la transparence. Ok. Eh bien, on les a tous. Merci Gwendoline. Eh bien, tout à fait. Vous allez retrouver ces valeurs au sein du framework Scrum. Le F pour focus, le O pour ouverture, le R pour respect, le C pour courage et le E pour engagement. On passe maintenant au principe. Car pour légitimer ces valeurs, pour les incarner, ben maintenant, il faut adapter notre conduite. Pour l'individu ou pour une organisation, il faut donc se poser la question de ce qui est juste de faire et de ce qui ne l'est pas. Et pour cela, trouver les bons guides. Et c'est à ce stade qu'interviennent les principes moraux pour un individu, formant ce que l'on appelle le code moral, et les principes sociaux. Quand ils sont partagés par un groupe social, ces principes sociaux ils peuvent être génériques ou spécifiques à un domaine, à un métier particulier. Ce sont globalement des phrases qui vont définir des manières types d'agir et qui sont des prises de position. Eh bien, un exemple que peut-être vous connaissez, ben, ce sont les principes du manifeste pour le développement agile de logiciels, où on va retrouver 4 grands principes et 12 sous-principes. Et je vous en ai extrait un. Donc là, on a affaire à un principe, effectivement, livrer souvent des solutions opérationnelles à une fréquence allant de quelques semaines à quelques mois, avec une préférence pour les échelles de temps les plus courtes. Donc, principe pour le développement agile de logiciels. Donc là, on a vu toute la partie être agile, mindset, avec les croyances, valeurs, principes. On en finit avec ça et on va entrer maintenant dans la sphère pratique, de la pratique. L'agilité nous amène à faire évoluer nos pratiques sociales. La pratique sociale désigne en sociologie une façon de faire, une action, qu'elle soit individuelle ou collective, qui est socialement transmise ou envisagée dans un contexte social, ici l'entreprise. C'est le lieu des actions, des opérations et leur ordonnancement, de la concrétisation dans nos quotidiens des éléments invisibles que l'on a vus avant, nos croyances, nos valeurs, nos principes. Ce que nous faisons concrètement dans nos quotidiens et comment nous le faisons. On va retrouver ici la méthode, les outils, les actions, les processus, etc. C'est par exemple la pratique de la rétrospective, l'utilisation de l'écoute active, de techniques de coaching, tout comme le simple fait d'allumer sa caméra lors d'une réunion à distance. Maintenant, donc là, on a fait le tour du modèle avec quelques exemples. Maintenant, comment vous pourriez l'utiliser de votre côté, ce modèle? Comment j'ai pu l'utiliser? Donc déjà, ce modèle, il est applicable au niveau collectif comme individuel et utilisable dans tout contexte et pour toute forme d'agilité. On va le voir juste après. Vous pourriez l'utiliser pour vous, alors, soit pour prendre du recul dans tout le brouhaha agile de ces dernières années. Alors, c'est ma principale utilisation. Je trouve que ça permet de bien remettre les choses en perspective. Vous pourriez l'utiliser pour faire de la sensibilisation sur l'agilité. J'utilise personnellement ce modèle pour mes formations en entreprise ou dans les écoles. Ça permet je trouve, de se rendre compte de toute la dimension de l'agilité et de sortir d'un certain nombre de mythes que l'on a vus ensemble qui peuvent freiner la progression. Vous pourriez l'utiliser pour faire un état de l'art d'une partie de la culture agile ou d'une forme d'agilité. Et je vais vous donner un exemple. Si je m'intéresse au leadership agile, donc je peux utiliser le cake comme support d'apprentissage. Donc, par exemple, je vais venir réfléchir via ce culture cake à l'agile leadership. Donc, je vais venir piocher dans un certain nombre de, de domaines qui, pour moi, rentrent à l'intérieur, donc dans le change management, le design organisationnel et des notions de leadership qui sont liées à l'agilité. On va retrouver le servant leadership, le manager coach, le manager jardinier. Puis, je vais pouvoir venir extraire des choses et les placer sur ce cake. En termes, donc, en croyance, on pourrait parler de théorie X et Y, que les axes sont supérieurs aux mots. En valeur, on va retrouver des choses comme la communication, l'écoute, l'empathie. En principe, les 3 C du leadership. Et puis, pour tout ce qui est pratique outillage, on va pouvoir aller piocher OKR, la boîte à outils du management 3.0 et un certain nombre de techniques de coaching. Conclusion de tout ce qu'on aura vu ensemble. Donc, d'abord, un résumé. De tout ce qu'on a vu, nous sommes
donc dans l'ère du numérique, que la révolution informationnelle et la numérisation ont eu, pardon pour la faute, des conséquences majeures sur les organisations. Donc, c'était les 5 conséquences de Ferrand. Que les organisations doivent revoir, donc, vis-à-vis de ça, leur organisation sociale pour devenir plus agiles et repenser donc leur modèle de production. Que ce terme agile, agilité, pour qualifier les organisations, apparaît dans les années 90 chez les Américains en réponse aux lignes japonais. L'on s'intéresse d'abord typiquement à la production industrielle, puis l'agilité finira par se diffuser. On va s'intéresser progressivement à toutes les composantes d'une organisation. Toute la littérature générée qui continue d'évoluer aujourd'hui porte la culture agile, une culture organisationnelle vivante, et il est impossible d'en discerner les contours, mais des modèles comme le Culture Cake peuvent aider à en comprendre la composition. Et je voulais vous lâcher avec un petit message quand même, petite morale dans tout ça. Ce que je voulais traduire dans cette conférence, au-delà de vous présenter un modèle et de vous refaire l'histoire, c'est peut-être que dans tout ce vacarme, on a fini peut-être par perdre de vue l'essence même du mouvement, l'adjectif, la qualité, la finalité au profit des moyens. Que l'agilité, elle a été réduite, on l'a vu, à l'IT et à des frameworks, parfois anti-agiles, qui ont été imposés maladroitement, comme pour les transfos dites agiles qui sont un petit peu du non-sens avec ce que je vous ai présenté et qui en plus ne respectent pas les codes de cette culture pour faire comme les autres parce que ça fait bien, sans conviction et intérêt de la part du leadership. Et c'est pour moi, à ce niveau-là, la grande faillite de l'agilité fait qu'on se retrouve plus de 20 années après et le chemin est encore long. Et tout ça, bah, ça donne des culture cake, pardon, fourrées à la. Mhm. Alors, je suis assez poli. Donc, en tout cas, beau à l'extérieur, mais dégueulasse à l'intérieur, ce que j'appelle les entreprises beignets caca. Et c'est une vraie news, en plus, que je vous ai partagée, que j'ai vu passer dernièrement. Donc, créer ce genre de gâteau permettrait mystiquement d'attirer les clients. Voilà. Et donc, ce que je vous proposerais, ce serait et si on se reconnectait finalement aux racines et à la finalité. Et c'est d'ailleurs un certain nombre de co-auteurs du manifeste, ils ont tous emprunté des voies différentes. Et certains, justement, ont également cette proposition, notamment Dave Thomas. Donc, se reconnecter à cette qualité, à cet adjectif, à cette finalité. On pourrait se reconnecter à quelques concepts fondateurs. Certains l'ont fait avec le Modern Agile, le Earth of Agile, mais ça pourrait être le sujet d'une autre conférence. Donc là, concentrons-nous sur la finalité. C'est se concentrer constamment sur cette question qui, je crois, permet de justement dépasser les oppositions à l'agilité. C'est de se poser la question comment on peut collectivement et individuellement être plus agile, gagner en agilité, mieux inspecter et mieux adapter, mieux trouver les choses les choses à faire, les choses appropriées et comment mieux les faire. Ça peut être dans notre gestion de produits, dans notre gestion des ressources humaines. Je vois qu'il y a eu pas mal de sujets RH aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de frontière à l'agilité. Dans notre management, enfin voilà, tout le temps, partout. On a tous un rôle à jouer. Alors, on va se rappeler la partie sur l'individualité, qui est une des conséquences. On a plus de pouvoir qu'auparavant et on est donc toutes et tous les pâtissiers de la culture de nos organisations. Et enfin, n'oublions pas que chacune de nos actions est une bouchée de culture, que nos comportements traduisent notre pensée et que le manque de cohérence va venir tuer souvent le changement dans l'œuf. Et je peux que vous souhaiter donc de bien pâtisser pour la suite. C'est tout pour moi. Et donc, je vais pouvoir répondre à vos questions, feedback, si vous en avez. Bien sûr, alors je ne sais pas si je pourrais mettre à disposition mon PDF, mais pas de souci, j'ai mis pas mal de liens. Euh, et je suis preneur, bien sûr, de vos feedbacks. Vous affiche le QR code euh, à l'écran. Je pense pas, je vois pas de feedback ni de questions, donc je pense que on est tout bon.
vous remercie et je vous souhaite une bonne suite de PIAF 2024.